Tu conduis sur l'autoroute et un semi-remorque de 18 roues arrive rapidement derrière toi. Tu dois changer de voie. Tu regardes dans le rétroviseur. Y a-t-il assez d'espace? Et tu remarques ces mots sur le rétroviseur. Les objets dans le rétroviseur sont plus proches qu'ils ne le paraissent. C'est la même chose avec la galaxie de la Voie lactée. Une autre galaxie se dirige vers nous, et comme le semi-remorque, elle est plus proche qu'elle n'y paraît. La galaxie d'Andromède, qui était baptisée à l'origine M31 par Charles Messier dans son catalogue des 110 objets flous en 1774, est désormais officiellement appelée NGC 122. C'est le nouveau catalogue galactique 122 en anglais. Andromède, une galaxie en spirale plus grande que la Voie lactée, est si grande et si proche que tu peux la voir sans télescope. En fait, à l'œil nu, elle apparaît à moitié moins large que la Lune. On estime que la galaxie d'Andromède contient 1 trillion d'étoiles, alors que la Voie lactée n'en contient que 300 à 400 milliards. Pour voir la galaxie d'Andromède, tu dois laisser les yeux s'adapter à l'obscurité. Cela peut prendre environ 10 minutes pendant que tes pupilles se dilatent pour absorber le plus de lumière possible. M31 est mieux vu de la fin de l'été à l'hiver, lorsque le grand carré de Pégase, le cheval ailé, est au-dessus de nos têtes. Trace une ligne à travers le grand carré en diagonale vers le haut à partir de l'étoile du coin inférieur. Puis, va un peu plus loin que le carré. La voilà! Mais tu ne pourras toujours pas voir sa taille réelle, à moins que tu ne la regardes du coin de l'œil. Si tu la fixes droit dans les yeux, la galaxie aura tendance à s'effacer. Tu dois utiliser ta vision périphérique pour apprécier la taille de la galaxie d'Andromède. La vision périphérique, ou vision détournée, te permet de voir la lumière de façon plus sensible la nuit, mais sans couleur. Les marins utilisent la vision détournée depuis des siècles pour voir les lumières faibles sur l'océan ou sur la Terre. Aristote a utilisé la vision détournée pour observer l'amas d'étoiles M41 dans Canis Major, comme il l'a décrit dans son livre Meteorologica. Sur une photo prise au télescope, la galaxie d'Andromède semble 6 fois plus large que la Lune, car à l'œil nu, nous ne voyons que le centre lumineux de la galaxie. Une photographie télescopique montre à quel point les bras spiraux de M31 sont vraiment massifs. Et cette galaxie massive se dirige vers nous. Nous sommes face à une future collision massive de galaxies aux proportions vraiment galactiques. Quand cela arrivera, l'humanité devra peut-être aller habiter dans une autre galaxie. Nous irons peut-être dans la galaxie du Moulinet, située dans l'astérisme de la Grande Casserole. Comment savons-nous que la galaxie d'Andromède se déplace vers nous? Grâce à un outil appelé spectroscope. Après l'appareil photo, le spectroscope est l'accessoire le plus important d'un télescope. Sauf pour l'œil humain. Nos yeux ne voient que la lumière. Tu ne vois pas réellement ce gros cheval dans ton œil. Tu ne perçois que la lumière réfléchie par le cheval dans tes yeux. C'est la même chose avec l'espace. Nous ne voyons que la lumière qui en provient. Donc, si nous voulons comprendre l'espace, nous devrons comprendre la lumière. Et ce n'était pas une tâche facile pour les astronomes du 19e siècle. L'invention du spectroscope a été une grande avancée dans la compréhension de la lumière venant de l'espace vers la Terre. Avec un spectroscope, les astronomes peuvent dire dans quelle direction se déplacent les objets dans l'espace, ainsi que les éléments qui fabriquent la lumière. Quand tu entends une ambulance qui s'approche, tu entends la sirène devenir plus forte et plus aiguë. Et quand elle dépasse et s'éloigne, tu entends le son de la sirène devenir plus faible et plus grave. Le changement de fréquence du son dépend entièrement du mouvement de la source. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler, d'après le physicien et mathématicien autrichien Christian Johann Doppler, qui a expliqué cet effet pour la première fois en 1842. La sirène de l'ambulance ne change pas de volume. Lorsque l'ambulance s'approche, les ondes sonores sont comprimées et lorsqu'elles s'éloignent, elles sont étirées. Le spectroscope montre que les ondes lumineuses présentent le même effet Doppler que les ondes sonores. Elles sont comprimées lorsque l'étoile ou la galaxie s'approche de nous et semblent étirées lorsqu'elles s'éloignent. Par conséquent, la lumière d'une galaxie qui s'approche apparaîtra légèrement plus bleue, du fait d'une légère augmentation de la fréquence, et la lumière d'une galaxie qui s'éloigne apparaîtra légèrement plus rouge que la normale, à cause d'une légère diminution de la fréquence de la lumière. En 1929, Edwin Hubble, dont le célèbre télescope spatial porte le nom, a publié son étude spectroscopique de 46 galaxies. La lumière de toutes les galaxies sauf une tendait vers le rouge, c'est-à-dire qu'elles s'éloignaient toutes, sauf une. L'étude de Hubble a fourni la première preuve que l'univers était en expansion. Plus une galaxie était éloignée de la Voie lactée, plus elle s'éloignait rapidement. C'était aussi la première preuve que l'univers a commencé par un Big Bang.
La seule galaxie dont la lumière était décalée vers le bleu, se déplaçant vers la Voie lactée, était M31. La galaxie d'Andromède, la galaxie la plus proche. 400 000 km/h semble être une vitesse plutôt élevée pour une collision. C'est la vitesse qu'indiquent les mesures spectroscopiques du décalage vers le bleu d'Andromède. Ce sera un gros problème quand cela se produira. Mais quand cela va-t-il se produire ? Pour déterminer quand les deux galaxies entreront en collision, nous devons déterminer la distance qui les sépare. Et pour cela, nous avons besoin de supernovas. Les supernovas de type 1A sont ce qu'on appelle des bougies standards. Tout comme nous savons à quel point une bougie brille, nous savons à quel point une supernova de type 1A brille. C'est sa magnitude absolue. Une supernova de type 1A apparaît lorsqu'une naine blanche s'effondre sous la pression de tout le gaz qu'elle a aspiré d'une étoile compagnon. En observant la galaxie d'Andromède et en mesurant la luminosité apparente d'une supernova dans la galaxie, il est possible de calculer sa distance. Comme l'intensité de la lumière diminue inversement au carré de sa distance, ce que l'on appelle la loi des carrés inversés, il suffit de comparer la luminosité apparente d'une supernova dans la galaxie d'Andromède à sa luminosité absolue pour obtenir une distance approximative de 2,5 millions d'années-lumière. Voilà! Puisqu'une année-lumière fait environ 10 000 milliards de kilomètres, et que la galaxie d'Andromède est à 2,5 millions d'années-lumière, même si elle s'approche à la vitesse d'environ 400 000 km/h, nous avons environ 4 milliards d'années avant la grande collision. Tu peux donc attendre après le déjeuner, voire après le dîner, pour commencer à faire tes bagages. Pour l'anecdote, si nous voyons la galaxie d'Andromède telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années, et qu'elle s'est déplacée vers la Voie lactée pendant tout ce temps, quelle taille aurait-elle maintenant dans le ciel ? Aussi grande que le semi-remorque dans ton rétroviseur. Mais avons-nous vraiment 4 milliards d'années avant que les galaxies ne se percutent ? Il y a plusieurs autres facteurs à prendre en compte. Les galaxies mineures qui sont gravitationnellement liées à la fois à la Voie lactée et à la galaxie d'Andromède seront avalées par leur galaxie hôte. Compte tenu de la répartition asymétrique de la masse qui en résultera, la collision galactique de la Voie lactée et d'Andromède sera affectée. Certains scientifiques disent que ce ne sera pas un choc frontal, mais plutôt tangentiel. Et puis il y a les halos galactiques de chaque galaxie. Voici ce que le projet Amiga a découvert sur le halo d'étoiles et de gaz qui entoure la galaxie d'Andromède. À l'aide du télescope spatial Hubble, les chercheurs ont pu observer comment la lumière de quasars lointains et brillants était absorbée par le gaz, principalement invisible autour de la galaxie d'Andromède. Regarde les résultats. Tu remarques M31 au centre ? Si c'est la même chose pour la Voie lactée, et il n'y a aucune raison de penser que ce serait différent, alors les halos des deux galaxies se touchent en ce moment même. La collision a déjà commencé. On peut aussi se demander quel effet les nuages de matière noire autour de chaque galaxie peuvent avoir sur une collision imminente, ou ont maintenant. Mais assez de spéculation. Dans 4 milliards d'années, le Soleil aura déjà gagné en luminosité pour devenir une géante rouge. Et les humains auront déjà trouvé une autre galaxie à coloniser. Au Moyen-Âge, les châteaux étaient des endroits frisquets. Les pierres semblaient irradier le froid de l'hiver. C'est l'une des raisons pour lesquelles des tapisseries étaient accrochées au mur, afin d'aider à garder le froid dehors et la chaleur à l'intérieur. Mais on ne peut pas accrocher n'importe quoi sur les murs d'un château. La tapisserie doit être belle, héroïque, épique même. Les Grecs anciens accrochaient des tapisseries sur les murs de leurs châteaux célestes. De glorieuses tapisseries tissées d'étoiles. Les 48 constellations de l'hémisphère nord ont toutes été répertoriées et nommées par les Grecs. L'histoire d'Andromède figure sur l'une de ces tapisseries. Tissée de 7 constellations réparties sur l'ensemble du ciel d'automne, elle contient des observations astronomiques détaillées. Tout commence avec la constellation de Cassiopée, reine d'un des plus anciens royaumes d'Afrique, l'Éthiopie. Lorsque la constellation de Cassiopée est visible à l'horizon, elle ressemble à un escalier qui monte vers la Voie lactée. On pense souvent que les pyramides à degrés du monde entier ont été inspirées par ce motif étoilé. En tout cas, Cassiopée est une belle constellation. Ce qui tente à indiquer que la reine Cassiopée n'en était pas moins belle. Belle, mais tout aussi vaniteuse, ce qui est, comme souvent, le déclencheur de toute l'action dramatique. Dans le ciel nocturne, Cassiopée se trouve à l'opposé de la Grande Ourse par rapport à l'étoile polaire.
Comme la Grande Ourse, Cassiopée se déplace dans le ciel autour de l'étoile polaire, ce qui en fait une constellation circumpolaire. La supernova Cassiopée A a été observée au sein de Cassiopée vers l'année 1680. Elle s'était produite environ 11 000 ans plus tôt. Le satellite à rayons X Chandra a récemment pris un cliché extraordinaire de ce reste de supernova, montrant les éléments soufre, calcium, silicium et fer au milieu des rayons X de haute intensité du nuage en expansion. L'époux de Cassiopée est aussi une constellation circumpolaire, mais une constellation mineure et peu lumineuse nommée Céphée. Il avait son propre royaume, la fusion de territoires par le biais d'un mariage semblant être une chose plutôt courante dans l'histoire. Céphée était un roi de Phénicie. On trouvait beaucoup de rois en Phénicie, à l'époque où ce n'était qu'un ensemble de cités-États éparpillés le long de la rive orientale de la Méditerranée. Céphée se trouve dans la zone située entre Cassiopée et l'étoile polaire. La constellation de Céphée est importante pour les astronomes. C'est là que Henrietta Swan Leavitt a découvert des étoiles variables qui pulsent à intervalles réguliers. Le taux de pulsation de l'étoile indique sa luminosité réelle et permet de mesurer avec certitude son éloignement. La découverte des étoiles variables céphéides a été une percée majeure pour l'astronomie du début du XXe siècle. Céphée et Cassiopée ont eu une fille, Andromède, elle aussi d'une beauté remarquable et qui est, sans mauvais jeu de mots, la véritable star de l'histoire. Il semble qu'un jour, Cassiopée se soit vantée de sa beauté et de celle de sa fille Andromède. « Nous sommes plus belles que toutes les autres femmes du monde entier. » Une telle présentation de la part d'une reine aurait pu être excusée. Mais Cassiopée est allée plus loin et a dépassé les bornes. En fait, nous sommes plus belles que toutes les Néréides. Les Néréides étaient des nymphes de mer dans la mythologie grecque, filles de l'océan. Réputées pour leur beauté et leur bienveillance envers les marins, les Néréides, au nombre de 50, se sont offusquées de se voir ainsi réduites par une simple mortelle. Cassiopée devait être punie pour avoir bafoué l'ordre naturel. La vanité de Cassiopée lui a valu une punition contre l'ensemble de son royaume d'Éthiopie. Un monstre venu du fond des océans, la constellation de la baleine, également nommée Cétus, a commencé à dévaster les villages côtiers d'Éthiopie ainsi que les bateaux de pêche du pays. Cétus est une constellation de l'hémisphère sud céleste, la 4e plus grande en superficie de toutes les constellations. Cétus nage dans une partie sombre du ciel appelée l'océan. Seule sa tête s'élevant au-dessus de l'équateur céleste. Cette partie du ciel contient plusieurs constellations ayant pour thème l'eau. Les poissons, le Verseau et l'Éridan, le fleuve. Plus de 50 exoplanètes ont été découvertes au sein de Cétus. Il y a fort à parier que le télescope spatial James Webb s'attachera à analyser le spectre atmosphérique de ces planètes à la recherche de signes de vie. Pendant ce temps, la reine Cassiopée et le roi Céphée doivent faire quelque chose au sujet du monstre qui dévaste les côtes de l'Éthiopie. Ils consultent un oracle et font une autre incartade par-delà des domaines de la raison et de la nature. « Dis-nous, oracle, que pouvons-nous faire pour empêcher le monstre de ravager notre royaume ? Ce monstre n'est pas une affliction normale de la nature. Une offense a été commise contre les royaumes supérieurs. Et voici la punition. Le monstre ne peut être arrêté par aucun moyen normal. Seul un sacrifice humain de l'être le plus noble pourra apaiser la bête. Une erreur en entraîne une autre. La personne la plus noble du royaume, bien sûr, est la princesse Andromède. Suivant l'ordre de son père avec le consentement, voire même sur la suggestion de sa mère, Andromède est enchaînée à un rocher au large. Elle est le sacrifice humain qui, selon ses parents, sauvera le royaume. Mais attention, voici le fameux héros grec qui vient tout résoudre, arrêter le sacrifice humain et transformer Cétus en pierre, Persée. D'où arrive Persée ? Des îles Hébrides d'après la légende. Persée s'est rendue aux Hébrides à la poursuite de la gorgone Méduse. L'étendue géographique de cette tapisserie est immense. Des Hébrides à la mer Rouge. Les Hébrides sont un archipel d'îles principalement rocheuses au large de la côte ouest de l'Écosse. Il était impossible de naviguer plus loin. Les Hébrides étaient la fin absolue du monde à l'époque, mais Persée n'avait pas eu à naviguer jusqu'à elle. Il a volé sur une paire de sandales ailées. Quant à Méduse, c'était l'une des plus grandes méchantes de tous les temps. Un seul regard de Méduse était si terrifiant qu'il pétrifiait sa victime, ne laissant qu'une statue de pierre. Persée était en grand danger. Alors, qu'a fait notre héros ?
Au lieu de regarder directement Méduse, Persée a détourné le principe scientifique de la réflexion. C'est ainsi qu'il a tué Méduse, en regardant son reflet dans son bouclier poli. Dans notre tapisserie du ciel, Persée est représenté tenant la tête coupée de Méduse. Dans le ciel nocturne, un œil de la tête de Méduse s'ouvre, se ferme et s'ouvre à nouveau. Les astronomes arabes ont nommé cette étoile Algol, la goule. Algol est une étoile binaire à éclipse. L'une des étoiles est brillante, l'autre pas tant que ça. Lorsque l'étoile la plus terne tourne autour de l'étoile brillante, elle passe devant cette dernière, l'éclipsant, et l'œil se ferme. Comme l'étoile la plus terne met 2 jours, 20 heures et 49 minutes à tourner autour de l'étoile brillante, l'œil dans la tête de Méduse s'ouvre tous les jours et demi environ. La constellation de Persée se trouve immédiatement sous Cassiopée, et les observateurs du ciel regardent rapidement pour voir si Algol est éclipsé, c'est-à-dire si l'œil de Méduse est ouvert ou fermé. Persée est revenu des Hébrides, accompagné de Pégase, le cheval ailé. La partie centrale de Pégase est le Grand Carré, composé de 4 étoiles. Comme la Terre tourne autour du Soleil, le Grand Carré est en plein centre du ciel nocturne en automne. En été, c'est le triangle d'été, composé de Véga, Deneb et Altaïr, qui se trouve au centre du ciel nocturne. Au printemps, c'est le Lion, et en hiver, c'est Orion le chasseur. Ce sont les murs du château dans le ciel, et tous ont de merveilleuses tapisseries qui les représentent. La constellation d'Andromède partage une étoile nommée Alphératz avec Pégase. C'est l'un des coins du Grand Carré. Il semble donc qu'Andromède puisse chevaucher Pégase. Sa couronne, souviens-toi que c'est une princesse, flotte tout près. C'est M31, la galaxie d'Andromède. Pour voir M31, il faut traverser les coins du grand carré de l'étoile la plus basse à l'étoile la plus haute et aller un peu plus loin pour voir la galaxie d'Andromède. Assure-toi de la regarder du coin de l'œil. C'est ce qu'on appelle la vision détournée. Les coins de tes yeux sont plus sensibles à la lumière. Tu pourras donc voir l'énorme galaxie spirale, située à 2,5 millions d'années-lumière, comme une tache lumineuse 1,5 fois plus large que la pleine lune. Persée ne veut pas de sacrifice humain, de sorte qu'il s'interpose et sauve Andromède en exposant Cétus au regard de Méduse. Et c'est là que nous rencontrons la deuxième variable éclipsante de notre tapisserie du ciel, Mira, l'étoile du cœur de Cétus, le monstre des mers. Mira, d'où nous vient le mot miroir, si approprié dans une histoire de vanité, est une étoile binaire à éclipse. L'étoile la plus terne, en orbite autour de l'étoile brillante, est une naine blanche, trop diffuse pour être perçue à l'œil nu. On a l'impression que le cœur de Cétus s'éteint. Mira est éclipsée et disparaît. Ce cycle se répète tous les 332 jours. Notre fabuleuse tapisserie d'étoiles possède les 2 seules étoiles binaires à éclipse visibles à l'œil nu. La galaxie spirale la plus proche, ainsi qu'un héros qui n'aime pas les sacrifices humains et utilise les principes de l'optique pour vaincre des monstres mythologiques. Si tu avais un château, tu pourrais l'y accrocher. Des sons étranges et inhabituels sortis de nulle part se répandent dans toute notre galaxie, se répétant constamment, et nous n'avons jamais rien entendu de tel auparavant. Les scientifiques l'ont découvert en 2020 et cela ne ressemblait à aucune des autres signatures énergétiques qu'ils avaient déjà étudiées. Des signaux radio clairs et puissants se produisent de temps à autre et disparaissent mystérieusement en l'espace d'une journée. Cela ne correspond au profil d'aucun corps spatial que nous connaissions. Le signal est un peu irritant et il disparaît de façon aléatoire. Lorsque les scientifiques ont essayé de faire correspondre le signal avec les observations d'autres télescopes, il avait disparu. Les étoiles de faible masse émettent parfois des ondes radio, mais pas ici car leur équivalence s'exprime surtout en rayons X. Les étoiles effondrées très denses comme les pulsars et les magnétars ne constituent pas non plus une explication possible. La solution la plus proche qu'ils aient trouvée est une classe mystérieuse d'objets que nous connaissons sous le nom de source radio du centre galactique, GCRT. Il s'agit d'une source radio qui brille et s'illumine rapidement. Elle se désintègre près du centre de notre galaxie et pourrait nous aider à percer les mystères de l'univers. Si tu avais une voiture volante capable d'accélérer à la vitesse de 95 km/h, tu n'aurais besoin que d'1 heure pour aller dans l'espace. La Lune est un peu plus loin, 400 000 km, soit environ 10 fois la circonférence de notre planète. Cela signifie qu'un voyage sur la Lune reviendrait à faire le tour du globe 10 fois de suite, ce qui prendrait moins de 6 mois. Un voyage vers Pluton prendrait plus de 800 ans. Proxima b est la voisine semblable à la Terre la plus proche que nous ayons.
C'est un petit monde rocheux qui tourne autour de l'étoile voisine la plus proche de notre Soleil. Elle tourne autour de la zone habitable de son astre, une zone suffisamment éloignée de toute autre étoile pour que les conditions y soient modérées. Ni trop froide, ni trop chaude, et pour que l'eau liquide puisse exister, du moins hypothétiquement. Si tu essayais de te rendre sur Proxima b à une vitesse de 40 200 km/h, ce qui est la vitesse des fusées lunaires Apollo, il te faudrait plus de 112 000 ans pour y arriver, et tu ne pourras peut-être pas respirer là-bas. Personne ne sait si Proxima b possède une atmosphère. Les humains explorent l'univers en permanence, mais nous ne pouvons voir qu'environ 5% de la matière qui s'y trouve, et Albert Einstein a été le premier à réaliser que l'espace vide n'est pas vraiment vide. Tout ce que nous ne pouvons pas voir est en fait composé de matière invisible, aussi appelée matière noire, combinée à une chose appelée énergie noire. Si tu essayais de verser de l'eau dans l'espace, en dehors d'un vaisseau spatial bien sûr, elle se mettrait immédiatement à bouillir ou à s'évaporer. C'est parce qu'il n'y a pas d'air ni de pression atmosphérique dans l'espace. Lorsque la pression de l'air diminue, la température à laquelle tu dois normalement faire bouillir l'eau diminue également. Cela signifie que l'eau bout beaucoup plus vite au sommet d'une montagne qu'au niveau de la mer par exemple. Il n'y a pas de pression atmosphérique dans l'espace. L'eau pourrait donc bouillir à une température très basse. Les scientifiques pensent qu'il y a au moins 2 milliards de galaxies dans l'espace. Nous ne connaissons pas le nombre réel et nous ne le connaîtrons probablement jamais, mais ils ont essayé de le calculer par extrapolation en comptant le nombre de galaxies que nous pouvons voir dans une zone assez petite et restreinte du ciel. On pourrait croire que l'univers est parsemé d'étoiles et de quelques planètes ici et là, mais notre galaxie natale compte au moins 100 milliards de planètes. Si tu remplis un ballon d'hélium et que tu le lâches, tu remarqueras qu'il volera très haut. Il montera dans l'atmosphère, mais n'ira pas dans l'espace. Plus il monte, plus l'air de notre atmosphère se raréfie. Ton ballon s'élèvera jusqu'au point où l'atmosphère qui l'entoure a le même poids que l'hélium qu'il contient. Cela se produira à une hauteur d'environ 32 km au-dessus de la surface terrestre. C'est donc l'altitude maximum qu'un ballon à l'hélium puisse atteindre. Nous ne savons pas vraiment quelle est la taille de l'univers, nous ne pouvons pas voir ses bords et nous ne savons même pas s'il a un bord. La technologie actuelle nous permet de voir à une distance d'environ 14 milliards d'années-lumière de notre planète. Cela signifie que nous pouvons voir environ 28 milliards d'années-lumière de diamètre, en commençant par la couche la plus externe de notre atmosphère, qui se termine à environ 960 km au-dessus de la surface de notre planète. Quoi qu'il en soit, la taille de l'univers change constamment et s'agrandit avec le temps. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, si bien que la plupart des gens pensent que c'est aussi la planète la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui détient ce titre. C'est la deuxième planète la plus proche de notre étoile centrale, environ 30 millions de kilomètres plus loin du Soleil que Mercure. Mais Mercure n'a pas d'atmosphère. Or, cette dernière agit comme une sorte de couverture chauffante qui aide à maintenir la chaleur provenant du Soleil. Vénus a une atmosphère étonnamment épaisse, environ 100 fois plus épaisse que celle de la Terre. Son atmosphère ne laisse pas sortir la chaleur, elle la conserve et rend Vénus de plus en plus chaude. De plus, elle est principalement composée de dioxyde de carbone, qui laisse librement entrer l'énergie solaire. Mais il est moins transparent et perd donc moins les radiations à grande longueur d'onde émises par la surface chaude. La température moyenne y est d'environ 468 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre l'étain. La température maximale sur sa voisine Mercure est de 427 degrés Celsius. Dans environ 2 milliards d'années ou plus, il fera bien trop chaud pour que la vie puisse exister sur notre précieuse planète. Au fil des centaines de millions d'années à venir, notre Soleil continuera à être de plus en plus chaud et brillant. Finalement, les températures seront si élevées que nos vastes océans seront évaporés. Comme ils produisent 70% de l'oxygène dont nous avons besoin pour survivre, il n'y aura pas de vie sans eux. Tout cela signifie que notre planète deviendra tout simplement un vaste désert, un peu comme les Mars aujourd'hui. Pluton, anciennement considéré comme une planète très éloignée et aujourd'hui requalifiée de planète naine, a un plus petit diamètre que la largeur des États-Unis. La plus grande distance du Maine à la Californie du Nord est d'environ 4700 km, alors que le diamètre de Pluton n'est que de 2371 km. Pluton est très loin, mais le bord de notre système solaire est 1000 fois plus éloigné que cette planète naine. Et les astronomes ont trouvé de nombreux objets spatiaux en orbite autour de notre Soleil, bien plus loin que Pluton, tels que les objets de la ceinture de Kuiper et les objets transneptuniens.
Il y a aussi le nuage de comète d'Oort qui se trouve à une demi-année-lumière de Pluton, également 1000 fois plus loin. Une étoile à neutrons est vraiment très lourde. Une cuillère à café remplie du matériau de cette étoile pèserait 6 milliards de tonnes. Les étoiles à neutrons sont issues d'énormes étoiles qui n'ont plus de carburant. L'étoile en déclin explose et son noyau se désagrège, mais à cause de la gravité, il forme une étoile à neutrons extrêmement dense. Ces étoiles ont généralement une masse allant jusqu'à 3 soleils, mais leur rayon est d'environ 10 km, ce qui en fait l'un des objets les plus denses de notre univers, du moins à notre connaissance. L'univers a une couleur et il s'agit d'une sorte de beige ou latte cosmique. Il a aussi sa propre odeur qui rappelle le steak grillé ou le métal chaud. Du moins, c'est ce qu'ont dit les astronautes qui ont flotté dans l'espace. Si tu veux construire une combinaison spatiale, prépare-toi à travailler très dur. Il faut 5000 heures pour en fabriquer une, et elle te coûtera $1 million. Une très bonne combinaison aura 11 couches de matériaux et pèsera environ 50 kg. Et il faut qu'elle soit confortable. Tu auras besoin de plus d'espace à l'intérieur, car tu grandis de 5 cm dans l'espace. Quand tu flottes dans l'espace, la gravité de la Terre n'a pas d'impact sur toi. C'est pourquoi les vertèbres de ta colonne vertébrale peuvent se dilater et se détendre un peu. Ce qui signifie que tu seras peut-être 3% plus grand. Pour une personne d'1,80 m, cela représente environ 5 cm supplémentaires. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas permanent. Dès que tu redescendras sur Terre, tu retrouveras ta taille normale en quelques mois. L'espace n'est pas la meilleure option si tu veux avoir une conversation avec ton ami, car là-haut, le son ne se déplace pas du tout. Les molécules y sont si éloignées les unes des autres que les vibrations sonores ne peuvent pas les atteindre. Ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas vibrer et donc que nous ne pouvons pas les entendre. Les films ont donc raison à ce sujet. Personne ne pourrait entendre crier dans l'espace. Nous vivons en quelque sorte à l'intérieur de notre Soleil. Le Soleil n'est pas seulement cette grosse boule de feu située à 150 millions de kilomètres de nous. Son atmosphère extérieure est bien plus grande. Elle s'étend bien au-delà de la surface que nous pouvons voir. L'orbite de notre planète traverse son atmosphère ténue. Les rafales de vent solaire qui créent les aurores australes et boréales en sont d'ailleurs la preuve. Cela signifie que, d'une certaine manière, nous vivons à l'intérieur du Soleil. Et pas seulement nous, mais d'autres planètes aussi, y compris la lointaine Neptune. L'héliosphère, qui est ce que nous appelons l'atmosphère solaire externe, s'étend sur environ 16 milliards de kilomètres.